Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette semaine, on va parler cyclisme, on va parler classique et surtout, on vous en offre 3 pour le prix d'un. Et pour ce faire, nous sommes avec Xavier. Comment ça va, mon Xavier? Ça va pas mal, et toi, ça va? Bah écoute, ça va le cyclisme Ça va. Tu tiens plutôt bien? On va essayer de faire de son mieux. Bon bah voilà, on va faire de son mieux forcément. On est dans Unibet Clubhouse, on essaye de donner le mieux qu'on peut. L'idée, c'est de vous permettre aussi à vous qui n'êtes pas spécialement spécialiste de cyclisme, eh bien de vous ouvrir à toute une série de sports différents. Ici, bien sûr, on parle des classiques. On va parler du Circuit Nieuwsblad, de la Strade Bianchi et bien sûr de Milan-San Remo. Et pour ce faire, on accueille un podcasteur, un cycliste amateur. Il est surtout une personne extrêmement passionnée. Ils animent, ils sont à 3. Aujourd'hui, on en reçoit un. Plus tard, on en recevra un autre. Il s'appelle Alexis Retz et il fait partie du podcast Le Petit Plateau à aller écouter absolument. On vous le dit d'ores et déjà. Alexis, comment ça va? Ça va très bien, Sacha. Merci de l'invitation. Ben écoute, c'est avec un très grand plaisir. Tu es à la maison, hein. Donc on est là, on est relax. On est à la cool, on est dans Unibet Clubhouse, ça va très bien se passer. Petite question comme ça d'abord, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce début de saison? Ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de choses, même si on est au tout début de la saison. Mais si je devais en retenir un, peut-être parce que c'est le plus récent, je dirais la photo finish entre Caleb Ewan et Tim Merlier. Okay. C'était complètement fou. Déjà, l'étape en elle-même était folle. Et puis là, on les voit arriver au sprint à 2, impossible à les départager. Il y a Caleb Ewan qui lève les bras, mais après, on voit sur la photo finish qu'en fait, impossible de les départager. On les voit à 2 sur le même écran, en train de regarder la photo finish. Voilà, dans l'incompréhension totale. Au final, on donne la victoire à Tim Merlier. On sait pas encore très bien exactement pourquoi. Voilà. Donc, je sais que sur le réseau, on parlait beaucoup de créer un précédent et de donner 2 vainqueurs. Voilà, c'est un autre débat, mais. C'est une image qui effectivement avait fait énormément parler sur les réseaux. Xavier, tu t'en souviens également, je suppose. J'ai vu l'image, même limite, il y a des gens qui parlaient, on ferait bien pile ou face pour deviner qui ça, mais au final, c'est vrai qu'au final, ils arrivent, même avec la photo finish, on s'est pas déterminé. Et au final, c'est vrai qu'il faudrait désigner un vainqueur, mais là, peut-être 2 dans ce cas-là, mais c'est compliqué, tu vois. Bien sûr. C'est une piste à explorer. Voilà. Alors, messieurs, vous le savez, on a un programme qui est alléchant et qui est extrêmement complet. On a quand même 3 classiques à aborder aujourd'hui. Donc, je vous propose d'aller d'ores et déjà dans le vif du sujet. On va démarrer avec le que oui, que non. On aborde, bien sûr, comme je le disais, 3 classiques importantes. Et on va commencer par forcément l'Omloop. Autrement dit en français le circuit, Het Nieuwsblad. Brillant en ce début d'année avec sa victoire sur le classique de la communauté de Valence, Arnaud Delis est-il le vrai favori du circuit ou Omloop, vous l'appelez comme vous voulez, Het Nieuwsblad? Pour moi, oui. Pour moi, non. Allez, c'est un oui-non, ça veut dire qu'on a un premier objet de débat. C'est intéressant. Absent justement au circuit Het Nieuwsblad, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel se retrouveront sur la Strade Bianchi. Cette course peut-elle échapper à l'un des 2 coureurs? Oui. Non. Ah, ok, c'est bien. Là, c'est chouette. Bah, dis donc, je pense qu'on va avoir des débats animés. C'est sympa. L'an dernier, Matej Mohoric devenait le premier coureur slovène à remporter Milan-San Remo au nez et à la barbe d'un certain Tadej Pogačar, star du cyclisme actuel. Mohoric peut-il donc refaire le coup en 2023? Non. Non? Non. Bon, allez, c'est bien. D'accord, ça devient bien. Donc, vous l'avez compris, on a 2 objets de désaccord, un objet d'accord. Petite spécificité, cette semaine, on va parler des étoiles. Alors, on va vous expliquer de manière très synthétique ce dont il s'agit. Les étoiles, eh bien, c'est tout simplement nos experts et notre invité aujourd'hui qui vont nommer, eh bien, des outsiders, des potentiels vainqueurs et aussi l'évident favori à qui on décernera 3 étoiles. Donc, une étoile, vous l'avez compris, on vous l'a expliqué en off tout à l'heure, une étoile pour les outsiders, 2 étoiles pour les potentiels vainqueurs et bien sûr 3 étoiles pour le favori évident. On parle donc d'Arnaud Delis. Arnaud Delis, vrai favori de Circuit Het Nieuwsblad, oui, non. Je vais commencer par le oui, forcément. Alexis. Pour moi, oui. Pour moi, c'est le favori. Ça veut pas dire que je le vois gagner forcément. Mais pour moi, c'est le favori parce que c'est le mieux armé. Pour moi, l'Omloop propose cette année, peut-être plus que jamais, une vraie dualité entre sprinter et flandrien d'un autre côté. Flandrien, donc c'est les spécialistes des pavés. Et pourquoi, pour moi, c'est le favori? C'est parce que il dépasse un peu cette dualité. C'est-à-dire que c'est très représentatif de cette nouvelle génération de coureurs, très polyvalents, où pour moi, Arnaud, il est non seulement sprinter, donc il peut aller gagner au sprint,
Mais en plus de ça, il a tout pour être brillant sur les pavés aussi. On a vu l'année dernière qu'il se débrouillait bien sur les pavés. Et on a vu à l'Étoile de Bessèges que les courtes montées très raides ne lui faisaient pas peur, loin de là. Il a quand même battu Pedersen et Cosnefroy sur un sprint en montée. C'est quand même le top mondial à ce niveau-là. Donc pour moi, il a les deux casquettes, flandrien et sprinter. Donc c'est le mieux armé. Ça veut pas dire que je vais gagner, mais pour moi, donc il peut... voilà, pour l'homme lobe, c'est vraiment le profil idéal. Alors là, j'attends juste... ton retour. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec Alexis. C'est juste que il y a pas qu'un favori pour moi. Moi, je pense qu'il y a De Ligt, mais il y a peut-être Laporte aussi, Philipsen. Il y en a différents. C'est pour ça que dans ta question, quand je dis non, c'est plus dans le sens où pour moi, on peut pas mettre juste lui comme grand favori. Il y en a 2 ou 3 qui sont plutôt au même niveau. Je suis d'accord. En fait, c'est aussi la culture de l'instant un peu. Il crève tellement l'écran au début de saison qu'on pense à lui. Voilà. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Même Philipsen, on l'a pas encore vu cette année. C'est clair qu'il a le même profil. Il peut briller. Alexis, je t'ai écouté très attentivement dans ton podcast dédié justement au circuit Newsblatt. Tu dis que tu sens une attaque très rapide dans cette course, avec forcément pas nécessairement une arrivée qui pourrait être propice à Arnaud De Ligt, parce qu'on sait que si ça va au sprint, ce sera plus probablement pour lui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en profondeur ta réflexion? Oui, tout à fait. Mais c'est totalement ça. En fait, les Flandriens, donc ceux qui n'ont pas intérêt à attendre le sprint, ils savent très bien qu'ils vont devoir lâcher Arnaud De Ligt, ce qui n'est pas chose aisée. Donc pour moi, ils vont devoir attaquer très tôt, ils vont devoir fatiguer son organisme, aussi l'isoler. Parce que s'ils attendent la finale, c'est-à-dire depuis 2019, les 2 derniers monts, c'est le mur de Grammont et le Bosberg, qui sont situés à 15 et 13 km de l'arrivée. S'ils attendent ces 2 derniers monts, Arnaud De Ligt, il aura encore plein d'équipiers avec lui. Donc même s'il est lâché, ce qui est déjà pas gagné de base, même s'il est lâché, lui et les autres sprinteurs auront leur équipier pour revenir sur la tête de course avant le sprint. Donc pour moi, ils doivent attaquer très tôt, les isoler, faire que le peloton soit séparé en plusieurs groupes, pour éviter justement un sprint massif. Donc pour moi, ça promet vraiment une course très animée, très offensive, parce qu'ils n'ont pas le choix, les Flandriens, les punchers. Oui, c'est vrai. Mais Arnaud De Ligt, on sait aussi que c'est pas nécessairement aussi, alors je vais rebondir dans ton sens, même si tu as dit que c'était le grand favori, c'est pas nécessairement son objectif de la saison, Arnaud De Ligt. Lui, il va aller chercher le Milan-San Remo, Xavier. Ouais, sûr. Bon, après, c'est toujours mythique de gagner cette course. Donc pour lui, même si c'est pas son objectif de la saison, s'il peut le prendre dans son palmarès, je pense qu'il dira pas non. À son âge surtout, je pense que ce serait déjà une grosse victoire. En énergie, plutôt. Sur l'énergie, c'est quand même un peu différent d'aller se dire on a un objectif qui est quand même Milan-San Remo, qui est une des plus grandes classiques au monde. Quasiment un mois, enfin dans longtemps, toi, donc il a le temps de se remettre aussi. C'est pas comme si c'était genre une course 5 jours après. Oui, mais ma question justement, elle est intéressante dans le sens où on parle souvent de la forme dans le cyclisme, de l'état de forme. Est-ce que s'il donne tout sur ce truc-là, ça n'aura aucune conséquence sur Milan-San Remo? C'est ça ma question. Pour moi, non, parce que si tu m'avais demandé pour une course qui avait lieu le lendemain, je t'aurais dit en effet là il faut jouer mollo. Là, selon moi, ça fait même partie de son programme d'entraînement. C'est-à-dire qu'il va crescendo jusqu'à Milan-San Remo. Il est certainement pas à son pic de forme à l'heure actuelle, mais il sera en forme et il peut totalement donner 100% comme il donnerait 100% à un entraînement. Pour moi, ça fait partie de son entraînement et ça va pas affaiblir son organisme d'ici Milan-San Remo pour moi. Alors, on parle d'un parcours pour les punchers, avec notamment 12 petites ascensions dans ce parcours, donc entre Gand et Ninove. En se basant là-dessus, comment vous allez répartir vos étoiles, messieurs? Au niveau de l'outsider, on va démarrer tout de suite. Les outsiders, je pense qu'il y en a énormément. Vous m'avez dit, le plus difficile, c'est de savoir les classer. C'est ça. C'est ça. Alexis, je te laisse y aller. Ok. Donc justement, dans les étoiles, il faudra des punchers flandriens et des sprinters, mais le mieux, c'est des gars qui savent faire les deux. Donc, je mets mes étoiles là? Vas-y, tu peux mettre donc une étoile pour 3 outsiders. Écoutez bien, une étoile, 3 outsiders, on est tout à fait dans le bon wagon. Let's go. Mais donc, une étoile, un gars en forme qui est très bon sur les petits monts, Tim Wellens. Tim Wellens. Je l'aurais mis aussi. Et voilà, je mets une étoile seulement parce que justement, lui, il a pas la casquette sprinter. Donc lui, il va vraiment s'isoler. Ouais. Lui, il doit s'isoler. Il y a un certain Damien Jacobs qui fait aussi partie qui est sur ce plateau, mais qui évidemment que vous ne verrez pas, qui avait dit justement qu'il sentait bien Tim Wellens. Donc voilà, il est présent aussi. Mis à part Tim Wellens. Je vais rester donc sur un gars qui peut pas miser sur son sprint. Je vais mettre Campenart. Désolé, c'est encore un Belge. Mais voilà, de quelle équipe, Campenart? Lotto. Et ça peut jouer en défaveur de lui aussi, parce que si Campenart c'est devant, De Ligt, il va pas rouler derrière Campenart, donc il pourrait se faire piéger à ce niveau-là. Ok, intéressant. Et en 3e lieu, je vais mettre Jordi Meus, qui est lui plutôt sprinter, mais qui est pas mauvais sur les monts pavés également. Ok, donc il faudrait qu'il puisse tenir ces 12 petites ascensions dont on parle pour pouvoir y arriver. Xavier, je te donne les 2 potentiels vainqueurs.
deux potentiels vainqueurs, moi je mettrais De Ligt et Philipsen. Allez, De De Ligt à Ligt, 2 étoiles. Philipsen. Ah, en deux étoiles. Non, donc là, tu as donné 2 étoiles à De Ligt et Philipsen. Hein, ça, Ah non, je moi vois. je mettrais De Ligt, le grand favori, donc 3 étoiles, pardon, et en 2 étoiles, je mettrais Philipsen et Laporte. Philipsen et Laporte. Alors, j'adore ce Laporte. Moi, j'y ai pas du tout pensé. Tu es d'accord avec J'aurais Xavier dit ou pas? exactement la même chose. Maintenant, s'il faut être joueur, je veux bien échanger Philipsen et De Ligt. Mais de base, j'aurais dit exactement la même chose. Laporte, Philipsen 2 étoiles, De Ligt 3 étoiles. Ok. Et forcément, maintenant, on arrive au grand favori de cet Omloop Newsblatt. Et on démarre avec toi, Alexis. De Ligt. De Ligt. Bah, De Ligt aussi, voilà. Bah ouais, forcément. C'est clair, vous l'avez entendu. Hein. Il y a énormément de noms qui sont partis à gauche, à droite. Vous tracassez pas. On vous résumera tout ça avec Unibet et sur tous les réseaux d'Unibet. On va vous permettre justement, tout simplement d'y voir un petit peu plus clair, notamment avec toi, Alexis. On te remercie encore une fois d'être là. On enchaîne avec tout simplement le duel des géants. Hein, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel. On a l'impression qu'on n'entend que parler d'eux en ce moment, ou en tout cas mis à part Tadej Pogačar qui lui est un monstre. C'est le Mbappé du cyclisme, hein, donc il est dans un autre monde. Mais en dehors de cet extraterrestre, on a quand même des superbes cyclistes, dont des Belges et des Néerlandais. Le comble, c'est que Van Der Poel, en plus de ça, il est né en Belgique, mais il a choisi la nationalité. Voilà, donc il fait rien pour nous arranger. Ils se retrouveront bien sûr sur la Strade Bianchi. Est-ce que justement, vous m'avez dit, vous n'étiez pas d'accord non plus sur ce sujet. Ouais, ça peut échapper ou pas? Hein, franchement, moi, cette en fait, course, elle en est de base, j'aurais mis que Pogačar serait grand favori. Mais apparemment, Alexis m'a dit qu'il a annoncé son forfait. C'est ça. Donc effectivement, si Pogačar est pas là, bah ouais, pour moi, Van Aert ou Van Der Poel gagneront, je pense. Je les vois grands favoris, c'est clair. Là, on est d'accord là-dessus. Quand on regarde le parcours et leur qualité, c'est clair que c'est eux les grands favoris, même s'ils sont pas à 100% de leur forme. Maintenant, est-ce que ça peut leur échapper? Oui, parce que on connaît rien de leur forme. C'est leur course de rentrée. Tous les deux, ils viennent d'une grosse saison cyclocross. Ils sont peut-être vraiment au tout début de leur processus de mise en forme. Et on connaît pas forcément leur ambition non plus. Sur l'Estrade, on va pas se mentir, c'est une course très prestigieuse, mais ils l'ont déjà gagnée et leur ambition, elle est plus loin. Moi, si je suis Van Aert et que je vois tous mes équipiers peuvent légitimement avoir des ambitions personnelles et que je veux avoir des lieutenants fidèles Tu les laisserais gagner. exactement autour des Flandres et Paris-Roubaix, je leur dis, les gars, cette fois-ci, c'est pour vous. Bon, ce sera peut-être pas ça dans la réalité, mais en tout cas, ce serait une stratégie intéressante de la part de Van Aert. Tu parles du parcours. Extrêmement intéressant de signaler de quel parcours il s'agira dans cette Strade Bianchi, qui est quand même une des très très belles, je dirais classiques italiennes. C'est d'ailleurs organisé par un autre par un autre groupe. Habituellement, c'est fait par l'UCI. Ici, c'est un autre groupe italien qui a justement la charge de l'organisation de cette course. Parcours sinueux, sans grande montée, mais avec quelques portions pour puncher, en particulier sur les sections non pavées du parcours. 63 km de route de gravel, les mythiques terres blanches. Strade Bianche en italien veut dire terre blanche, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça, qui donne donc forcément son nom à la course, qui sont réparties d'ailleurs, ces fameuses terres blanches, sur 11 secteurs différents. On parlait du tracé. Si tu dois faire vraiment la différence entre un Van Der Poel et un Aert sur ce tracé-là, tu fais quoi? Elle va vers qui, ta préférence? Sur les sections de gravel, c'est très dur à dire. Je pense que Van Der Poel a une meilleure accélération, mais que Van Aert a une puissance globale un peu supérieure. Sur la longueur, je vois pas Van Der Poel lâcher Van Aert. Par contre, l'arrivée est mythique aussi, c'est sur la Via Siena, je pense, c'est une route très très raide. Là, si ça se joue au sprint, je vois Van Der Poel battre Van Aert. Donc Van Aert doit pour moi lâcher Van Der Poel pour pouvoir gagner. Et Van Der Poel, on sait qu'il sait tellement aller loin dans ses limites que j'ai du mal à l'imaginer aussi. Donc si je dois en choisir un, je dirais Van Der Poel. Ok, Van Der Poel. Xavier, d'accord ou moi, pas? Je suis plus ou moins d'accord. Même si j'aimerais bien quand même que Van Aert gagne. À contre-cœur, Van Der Poel. C'est vrai que voilà. Un contre-cœur, comme dit Alexis, Van Der Poel. C'est un peu le chouchou, en Belgique. Van Aert, on aime énormément Evenepoel, bien sûr. On sait son potentiel, on sait ce qu'il va certainement être capable de faire pour le cyclisme et l'histoire du sport belge dans les années à venir. Mais Van Aert, c'est un petit peu il y a toujours une niche pro Van Aert, j'ai l'impression. Mais il a gagné tellement de trucs et j'ai l'impression que, j'exagère presque, mais chaque fois on dirait, c'est Van Aert qui a gagné, c'est Van Aert qui a gagné. Tu vois, Van Der Poel, on sait qu'il a un gros potentiel, il revient d'une grave blessure, maintenant ça fait quand même quasiment un an qu'il a recommencé. Donc,
peut-être dans 6 mois ou quoi, ça changera, mais pour le moment, ouais, Van Aert, il est tellement sur le piédestal que c'est dur de passer à côté. C'est un coureur frisson, en fait. Ouais. Et en Belgique, on a tellement la culture des pavés. Voilà, lui, on a beaucoup d'espoir en lui sur les courses pavées. Il manque encore les 2 plus belles à son palmarès, mais il en a déjà gagné beaucoup. Donc voilà, c'est un coureur frisson, c'est un coureur qu'on aime voir, c'est un coureur qui hérisse nos poils. Voilà, donc. Il nous en manquait un quand même. Hein. Ouais. De cycliste spectaculaire qui veut donner un maximum d'énergie, quitte à un moment donné de pas être stratégique dans son énergie. Voilà, un Belge qui gagne tout le temps, ça qui est bien, toi. Voilà. Et Ouais. à une époque, toi, il y a quelques années, on avait Philippe Gilbert aussi qui gagnait tout le temps. Tom Puis Bonnen. après, là, il a un peu disparu de la circulation. Enfin, voilà, il a eu plus de difficultés. Donc ici, avoir Van Aert qui gagne tout le temps, bah, c'est comme au tennis quand on a eu l'époque Justin Hena et Kim, bah ouais, t'as des Belges à haut niveau qui gagnent quasiment tout le temps, bah, t'as qu'une envie, c'est continuer à les supporter et qui te donne du plaisir quand tu regardes leurs matchs ou leurs épreuves, de manière générale. Alors, si vous ne le savez pas, on va vous en informer. Tadej Pogačar de l'équipe UAE Emirates ne sera pas présent. Il a gagné cette compétition et cette course la saison dernière. Ça veut donc dire forcément que ça rajoute encore un peu plus de pression sur forcément Van der Poel et Van Aert dont on a parlé. Mais au moment à présent de faire justement les fameuses étoiles avec les outsiders, les potentiels vainqueurs et les favoris évidents, quel choix faites-vous, Alexis? Donc moi j'ai parlé déjà des équipiers qui pouvaient profiter d'un marquage entre Van der Poel et Van Aert. Je vais aussi parler d'une autre catégorie de coureurs. L'Estradé c'est très prestigieux, tu l'as dit. Et il y a des gars qui veulent gagner l'Estradé et qui savent très bien que Van der Poel et Van Aert ne seront pas forcément à leur pic de forme et qui ont peut-être misé leur pic de forme un peu plus tôt cette saison pour gagner l'Estradé. Et là, à ce niveau-là, je pense notamment à Quinn Simmons. Quinn Simmons, une étoile. Je vais mettre un équipier, Jan Tratnik, équipier de Van Aert. Ok. Et puis je vais mettre Mohoric parce qu'il a jamais vraiment brillé, mais ça lui correspond bien. Je l'aime bien ce Mohoric. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours surprenant, comme la saison dernière d'ailleurs. Personne ne le voyait gagner. Milan-San Remo, il l'a fait au courage, au forceps et avec sa force mentale aussi. Il a une grosse force mentale sur le vélo. Alexis reste. On va y revenir bientôt sur Mohoric, bien sûr, avec Milan-San Remo. Xavier, tu es d'accord plus ou moins sur ces 3 noms? Dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Et en potentiel vainqueur, alors tu verrais qui? Potentiel vainqueur, donc à 2 étoiles, pardon. À 2 étoiles. Je mettrais Van Aert vu qu'on a mis Van der Poel gagnant. Ouais. Et en deuxième, c'est compliqué quand même de mettre un autre. Je pense qu'il y a vraiment, pour moi de base, il y a vraiment Pogačar grand favori, et puis Van Aert et Van der Poel à 2 étoiles. T'es en train de libérer tout l'espace. Ici, son absence libère tout. Ici, je dois en mettre un des deux, je dois en mettre tout en haut à 3 étoiles, et donc il y a un trou et je sais pas forcément qui mettre. C'est dur, on sait pas du tout qui vise cette course-là. Ouais. Donc moi, je vais aussi mettre Tish Benoot, équipier de Van Aert également. Okay. En fait, le forfait de Pogačar, il libère beaucoup de choses parce que moi, je voyais Pogačar attaquer à 60 km de l'arrivée et Van Aert et Van der Poel suivre péniblement et tout le reste larguer. J'ai du mal à imaginer Van der Poel alors que c'est plutôt son domaine, mais j'ai du mal à l'imaginer attaquer d'aussi loin. Donc pour moi, il y a plus de gars qui pourraient tirer leur épingle du jeu de par l'attentisme éventuel. Donc du coup, forcément, pour le fameux favori évident, on va aller sur Van der Poel bien calmement quoi. Oui, c'est très bien. Comme ça, au moins les choses sont mises. Milan-San Remo, messieurs, bien sûr, on vient d'en parler. Matej Mohoric, premier Slovène à gagner Milan-San Remo. On est à la barbe de Tadej Pogačar, pardon. Bah, là aussi, c'était la surprise la saison dernière. Alexis, qu'est-ce que tu penses un petit peu déjà du coureur de manière générale? Mohoric, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un magnifique coureur. Il est on parle beaucoup, il est dans l'ombre de Van der Poel, Van Aert, Pogačar, mais c'est quand même un ovni du peloton aussi, qui peut aller gagner des étapes du Tour de France, qui peut gagner peut-être 4 monuments sur les 5, en potentiel, je veux dire. Donc, c'est un très très fort coureur qu'il faut jamais sous-estimer. Ne jamais sous-estimer Matej Mohoric, même s'il n'est pas le favori, d'après ce que je sous-entends. On va y venir. Vous étiez d'accord, en tout cas. Xavier, pour continuer sur l'argumentaire de Alexis. En fait, c'est dur pour moi de mettre un favori, alors que c'est quand même lointain encore. Toi, comme par exemple pour l'Estradé, Pogačar, on apprend qu'il est forfait, alors que c'était quand même le grand favori. Donc, donner un favori pour Milan-San Remo à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'ai du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre grand favori, parce que peut-être qu'il va se blesser, peut-être qu'il sera pas en forme à ce moment-là, peut-être que c'est pas forcément peut-être que d'ici là, il participera pas aussi, toi. Peut-être qu'il a pas ce programme, donc c'est pour ça que j'avais pas envie de le mettre grand favori. Surtout qu'il a déjà gagné. Et quand t'as déjà gagné un grand Milan comme ça, peut-être que t'as envie de mettre ta saison ou l'accent sur un autre monument pour
à croire ce palmarès, va gagner genre 2 fois Milan-San Remo et jamais rien d'autre, tu vois ce que je veux dire. Puis Oui. puis c'est la course pour moi la plus indécise de l'année. Ouais. Il y a 50 gars qui peuvent gagner Milan-San Remo, donc c'est très dur de mettre un favori. Alors justement, tu parles justement du fait que c'est très compliqué de mettre un favori, mais on dit justement que c'est l'issue de la course qui est d'autant plus indécise que ça pourrait être un sprinter, ça pourrait être un puncher, et on ne sait pas vraiment sur quel pied danser à l'heure actuelle. On en vient un peu à ce que vous dites. Vous êtes d'accord globalement avec ça, c'est vraiment l'issue, je dirais, le parcours qui fait en sorte que ça va être compliqué de se départager, quoi. C'est ça, en fait, Milan-San Remo, c'est des heures et des heures d'ennui pour 20 minutes sous apnée totale, vraiment passionnante. On sait pas, non mais c'est vrai, on sait pas si les punchers vont réussir à lâcher les sprinters, on sait pas si les sprinters vont réussir à revenir. Et maintenant, il y a une troisième catégorie, c'est les descendeurs, avec Mohoric qui l'a prouvé l'année dernière. Donc, il y a plein de catégories de coureurs qui peuvent gagner et c'est ça qui rend la course passionnante. Alors, je vais poser une question. Est-ce que c'est grave si on s'endort un petit peu pendant une course de cyclisme, Alexis? Pour un fan de cyclisme, est-ce que c'est considéré comme un sacrilège? Parce que, bon, on en parlait avec Xavier en venant. Voilà, à un moment donné, on a envie de s'assoupir. Est-ce que c'est possible ou pas? Il y a des courses où c'est pas le cas du tout, je te rassure. Mais sur des courses comme ça qui sont longues, qui mettent du temps, qui sont stratégiques. Oui, écoute, pour moi, moi j'aime bien quand j'ai le temps, j'aime bien écouter les anecdotes des commentateurs et autres, mais oui, Milan-San Remo. Sur les églises, par exemple. Exactement. On fait un bisou à Rodrigo Benkens, qu'on aime fort, qui adore nous parler des églises. Voilà, oui, c'est passionnant. Mais voilà, Milan-San Remo, c'est clair que les 200 premiers kilomètres, 250 premiers kilomètres, il se passe pas grand-chose. Moi, je vous conseille d'allumer non pas au Poggio cette année, mais à la Cipressa, qui est à 40 km de l'arrivée, parce que si Pogacar veut gagner, il sait très bien qu'il doit embrayer avec son équipe dès la Cipressa. Donc, des 40 derniers kilomètres devraient être un peu plus passionnants que le reste. Allez, les étoiles. À présent, on démarre bien sûr avec les potentiels outsiders. On vous rappelle, bien sûr, 1 étoile pour 3 potentiels outsiders. Et puis, bien sûr, on ira avec les vainqueurs. 2 étoiles et les favoris évidents, 1 étoile. Alexis. 1 étoile. Outsider. Je vais mettre Anthony Turgis, voilà, pour nos amis français, qui a fait 2e l'année dernière. Mohoric, parce que pourquoi pas, il reste quand même. Allez, why not? On se l'attend, c'est la petite cote. Non, je le mets pas à 2 parce que, en fait, quand on regarde l'année dernière, quand il surprend tout le monde avec sa descente, il est très fort, donc il était bien placé, mais c'était Pogacar et Van Aert les plus forts dans le Poggio, dans la montée, puis Van Der Poel après. Et on voit qu'il profite un peu d'un marquage entre les autres. Il surprend, en fait, Pogacar et Van Aert. Il passe devant, il prend 20 mètres, personne n'ose prendre sa roue, et donc là, il est parti. Cette année, on s'y attend, personne va le laisser partir. Donc, il sera peut-être dans le groupe de tête, mais je le vois mal partir et prendre 20 mètres comme ça. Donc, je le mets qu'à 1 étoile. Et puis, une autre, allez, Arnaud Delis, pourquoi pas. Allez, Arnaud Delis, décidément, je regardais un podcast français, il disait, mais ils sont fous, ces Belges avec Arnaud Delis. Ils veulent le voir gagner partout. Ils veulent le voir gagner, justement, et à peu près sur toutes les courses. Je me rends compte que j'ai oublié plein de noms parce qu'il me reste que 3 noms. Oui, non, mais en potentiel vainqueur, moi, depuis tout à l'heure, je vous ai pas beaucoup entendu parler d'un certain Arnaud Demar. Oui, tout à fait, il pourrait. Arnaud Demar, ça, c'est un nom qui vous parle ou pas? Oui, sur l'Omloop et sur l'Estradé, pas trop. Milan-San Remo, il a déjà gagné. Oui. Donc, mais non, mais c'est pour ça que je viens sur Arnaud Demar dans le sujet Milan-San Remo. Est-ce que ça peut pas être le potentiel vainqueur? Est-ce qu'à lui, on peut pas lui donner 2 étoiles? Moi, pour te faire plaisir, on peut il y croit pas. T'as vu, il y croit pas. Voilà. Peut-être 1 étoile. Allez, 1 étoile. Allez, c'est possible. Là, justement, potentiel vainqueur, mon cher Xavier. Je vais mettre Van Aert. Van Aert, oui, il a le profil pour. Chaque course où il s'aligne, on peut le mettre potentiel vainqueur. Donc, voilà. Ouais, et puis bien sûr, le favori évident. C'est difficile, hein. Là, on est dans une période où c'est tellement loin, effectivement, qu'on peut pas vraiment déchiffrer un nom, mais s'il y a vraiment le nom que vous sortez. Moi, mon favori, c'est Arnaud Demar, voilà. Comme ça, je le dis. Franchement, j'espère qu'il y a que des Belges qui vont nous écouter, mais moi, je vais mettre Jasper Philipsen. Ok, Jasper Philipsen, ok. Intéressant. Non, Xavier. Pourquoi pas, c'est vrai que ça se tente, Philipsen. Ça se tente, hein. Il monte bien quand il est en forme, il sprint extrêmement bien, donc pourquoi pas. Après, c'est un équipier de Van Der Poel. Van Der Poel sera sans doute le leader sur cette étape. Ça dépend, toi, s'il a gagné, ça joue peut-être. Il va peut-être se dire, allez, celle-là, c'est pour toi. C'est vrai. Après un monument. Hein. On sait jamais, hein. On sait jamais, effectivement. De toute façon, c'est vrai qu'il y a pas mal de données complètement indécises dans une course de cyclisme et aussi les stratégies. Il y a aussi ce qu'on appelle les fringales, ce qu'on appelle les trahisons. Bon, on en a eu quelques-unes quand même pendant des courses, des trahisons entre équipiers. D'ailleurs, je fais une petite aparté, j'ai vu ce qui s'est passé entre Gaudu et Demar. C'est compliqué, hein.
C'est très compliqué, mais je sais même pas très bien le programme de Arnaud Démare. D'ailleurs, j'imagine qu'il fait Milan-San Remo, mais je sais pas si ça fait partie de ses Il était en fin de objectifs. contrat. J'ai cru comprendre qu'il était en fin de contrat au bout de la saison. Ça va être compliqué quand même pour lui dans sa fin de saison. En tout cas, va être compliqué au vu ce qui s'est passé. Déjà, est-ce qu'il va participer au Tour de France? C'est pas gagné. C'était une énorme erreur de David Gaudu de lancer ça en public, parce que maintenant tout le monde va attendre la décision de Marc Madiot, qui est le directeur de FDJ. Est-ce qu'il va le mettre sur le Tour de France ou pas? Pour moi, non. Il n'était pas prévu de base, donc non, mais... Ouais. Comme quoi, il y a aussi du rififi. C'est pas que dans les vestiaires de foot, hein. C'est aussi dans les équipes de cyclisme. Il y a tous les sports collectifs, je pense. Voilà. Ça se chamaille. Et bon, ils ont assez de coureurs, m'a-t-on dit, que pour pouvoir qu'ils s'évitent jusqu'à la fin de la saison. C'est possible. C'est une possibilité aussi. Mais ils vont déjà rouler ensemble à Paris-Nice, il me semble. Ouais, effectivement. Messieurs, on va jouer à question pour un expert. Question pour un expert, justement dédié aux cyclistes vainqueurs de Milan-San Remo. Ok. Voilà. Ouf, là, sans tout de suite. Vous aviez là, il est dans la complication. Un peu plus confiant, mais ça va le faire, mon copain. Ça va le faire. Allez, on va s'amuser. La première défaite de la saison arrive, je crois. Ah oui, il est très dur à battre au quiz. Ouais, Je te le dis, il est très dur à battre. Je pense que tu pourras me battre. Pas sûr, on va voir. Mais t'es quand même très fort, donc je pense que ça va être une belle bataille. Allez, on démarre tout de suite pour question pour un expert. C'est très simple. Hein, donc il y en a 3 réponses possibles. Si bien sûr on arrive à 2 réponses correctes à 0, on la joue la dernière pour la belle, mais c'est fini. Ça et va. Le fameux chocolat offert par Ken en fin d'émission. On vous attend très fort avec le chocolat, monsieur Ken de Reyck, producteur de cette émission qu'on embrasse. Alors, vainqueur du Tour de France en 1983 et 1984, je suis un cycliste français qui aurait pu en gagner en 3e s'il n'avait pas perdu. Laurent Fignon. Pour 8 secondes en 89, Laurent Fignon, ça va très vite, les amis. Je l'aurais pas trouvé. Ça va très vite. Lui qui était né à Paris, qui fut pendant 10 ans l'un des consultants télé les plus en vue, où il a notamment justement marqué les esprits sur France Télévisions. On l'appelait l'Intello, ou alors il Professore, grâce notamment à sa victoire sur le Giro en 89 là aussi. Décédé des suites d'un cancer le 10 août 2010. Il restera justement à jamais gravé dans les esprits des fans de cyclisme. Laurent Fignon, ça te parle? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Laurent Fignon? Directement les 8 secondes d'écart. Bon, moi, j'ai pas du tout connu cette période-là, mais c'est vrai que quand j'étais petit, je passais mon temps à regarder les palmarès et tout. Et oui, ça m'avait marqué cette histoire des 8 secondes avec Greg LeMond lors de la dernière étape. C'est assez fou, effectivement. Bon. On va y aller, Xavier. On peut y aller, On va se reprendre. On est reparti. On peut mettre le 0-2. Let's go. Allez, let's go, on est reparti. Né en Sicile, je suis adepte du VTT. Mon surnom est souvent assimilé à un des plus grands poissons, les plus dangereux de l'océan. Nibali. Oui, mais oui, Vincenzo, grande Vincenzo. Ça, on aurait pu l'avoir. Avec un peu plus de temps, on aurait pu l'avoir. Ouais, voilà. Là, mais justement, je t'ai regardé exprès avant. Je me suis dit, mais non, mais il va l'avoir, c'est pas possible. Voilà, bon, allez, c'est bien joué quand même. Mon cher Alexis, tu vois, tu es le Tadej Pogacar de cette Unibet Clubhouse, complètement en train de mettre tout le monde à l'amende. Mais voilà, on parle bien sûr de Vincenzo Nibali, âgé de 38 ans, qui a remporté d'ailleurs une Vuelta, 2 Giro, ainsi qu'un Tour de France en 2014 durant sa carrière, grimpeur, mais aussi puncher. Il est considéré descendeur, bien sûr, considéré comme l'un des meilleurs. Ouais, je pense. Ouais. C'est si loin que ça. Ah oui, il est à la retraite là presque. Ouais, bon, c'était il y a presque 10 ans. Il a pris sa retraite. Ouais, je pensais que c'était peut-être 2016, toi, un peu plus. Les années passent vite. Et il est aujourd'hui en fait conseiller technique dans une équipe cycliste professionnelle qui s'appelle Q36.5 avec justement un certain Fabian Cancellara qui sera présent, qui a été invité justement par l'organisation à Milan-San Remo. Donc voilà, c'est beau, c'est un peu la boucle qui se termine. C'est des fans. Quand on a grandi dans ce métier-là, quand on a fait telle chose, on n'a pas envie de quitter ce milieu. Non, je pense, oui, c'est ce qu'on fait le mieux en plus. On est là-dedans, quoi. On est à fond. Écoute, bon, allez, c'est 2-0, mais on va le faire quand même pour le plaisir. En plus de ça, on en a parlé. Pour le plaisir de faire 3-0, c'est toi. Allez, je vous donne un petit indice en plus. On en a parlé pendant l'émission. Né à Beauvais, en France, j'ai remporté ma première course professionnelle au Tour du Qatar en 2012. Champion de France sur route en 2020. Voilà, Arnaud Démare. Oui, bien joué. Mais Tour du Qatar en 2012, tu vas fort, toi. Mais t'es bon, en fait, en cyclisme. On en parlé beaucoup de monde et voilà. Non, mais je pense qu'on va passer à, on va passer à un autre chroniqueur. T'es trop fort sur le cyclisme. J'ai quand même marqué un point, ça. T'es en train.
T'es en train de battre tout le monde. Bien sûr, champion de France sur route en 2020. Il a remporté le classement par points au Giro d'Italie la même année. Il fait partie des favoris à la victoire finale. Justement, on le disait, sur le Milan-San Remo. Il fête déjà ses 32 ans le 26 août prochain. Ça va vite, hein? Ça va vite. On se rend pas compte quand on suit le cyclisme comme ça, mais on pense qu'ils sont éternels, les cyclistes. Moi, dans ma tête, en fait, Andy Schleck a toujours 22 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, il a toujours le maillot blanc, il est toujours sur les Alpes en train de galérer, c'est toujours là, je pareil. pense qu'il est pas, il a un âge encore, il pourra encore être professionnel, je pense. Maintenant, il doit pas avoir plus de 36 ans, je sais pas. Je veux m'intéresser un peu à toi, Alexis, à présent. D'où est venue cette idée de création de podcast? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer le Petit Plateau? Bon, déjà, moi, de base, tout a commencé avec une volonté de vraiment discuter de cyclisme au quotidien sans exaspérer mon entourage. Donc, je me suis inscrit sur Twitter. Là, j'ai rencontré d'autres passionnés avec qui on discutait beaucoup, notamment Damien et Romain, dont tu as parlé. Et d'abord, on a créé la page Cycliste Belge, on est 4 dessus. Parce il y avait un créneau d'information basé uniquement sur les cyclistes belges. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par avoir des informations uniquement sur les cyclistes belges. Et puis, on a voulu créer le Petit Plateau, justement, pour discuter entre nous de notre passion et la partager et vraiment inclure les gens dans ce processus de discussion. Ils peuvent discuter avec nous en commentaire et autres. C'était vraiment discuter pour notre plaisir et partager notre passion. Quand tu regardes le cyclisme, qu'est-ce que tu veux absolument voir? Pourquoi est-ce que tu regardes le cyclisme? Je le regarde parce que j'ai envie de voir ça se passer en télé, quoi. C'est un peu comme quand ton équipe marque un goal au foot. C'est une sensation unique. Quand tu vois une attaque, tu sais pas si elle va aboutir, tu sais pas si le gars va réussir à prendre la roue ou pas. Tu te lèves de ton fauteuil, t'as le cœur qui s'accélère et tout. C'est des émotions que t'as pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment la recherche d'adrénaline en fait. Et le podcast, justement, il a pour objectif d'amener quoi comme plus-value par rapport à ce qui se fait? Parce qu'on sait que il y a des podcasts, notamment Orphée nos classiques sur la RTBF. Il y a bien sûr les journalistes avant les émissions, après les émissions. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de plus en plus de cyclisme. C'est quoi qu'est-ce que vous voulez apporter en plus? Je pense que nous, en fait, on est juste des passionnés, mais vraiment très passionnés. Et donc, nous, notre touche, c'est vraiment un peu de vouloir recréer une espèce de discussion de comptoir entre potes où on parle de vélo, on refait le monde et on a envie un peu que les gens qui sont comme nous, qui ont envie de parler de vélo, se sentent inclus dans la conversation, ils ont l'impression d'être là avec nous. Et c'est un peu ça, c'est amener un peu de l'humain, quoi, l'aspect humain, la discussion vélo, l'aspect passionné. Ouais, c'est ça, un peu discussion, on va dire, café du commerce. Exactement. Mais ça, c'est ce que j'ai adoré chez vous. C'est gentil. Le côté liberté, libre ton, franchement, c'est vraiment bien. Et si vous n'avez jamais été écouter leur podcast, faites-le. Franchement, je vous invite à faire. C'est une découverte talent qu'on vous propose aujourd'hui dans Unibet Clubhouse. Donc, faites-le. Mon petit Xavier, t'as une petite question pour Alexis? Non, pas spécialement, mais je pense qu'il a été assez complet. Mais peut-être... c'est un peu bateau comme question, mais quelle est la course où vraiment le truc qui t'a le plus marqué Une course en... Ouais, ou la course qui t'a créé le plus d'émotions, toi vraiment genre le moment... Ça doit être compliqué, c'est un peu bateau comme question. Non, pas du tout. Moi, la course que je préfère, c'est le Tour des Flandres. Oui. Après, si je dois parler d'une course en particulier, c'est très récent. Moi, une course qui m'a vraiment rendu fou, c'était l'étape 4 du Tour de France l'année dernière. Où Van Aert va remporter à Calais avec le maillot jaune sur le dos. Il venait de faire 3 fois d'affilée deuxième. Ouais. On connaît les petites chamailleries sur Van Aert, toujours deuxième. Mais voilà, il a répondu avec le maillot jaune sur le dos. Il s'est échappé, il a gagné en solitaire. Ça m'a vraiment, j'étais en pleine rue, ça m'a rendu fou. Carrément. Donc, j'aurais pas aimé être la vieille dame à côté de toi dans le bus. Hein. Enfin, on va bien sûr passer tout de suite au super pari de la semaine. Let's go avec Thomas qui va nous donner ce magnifique conseil. Mais sur quelle course misera-t-on, mon cher Thomas? Comme d'habitude, la petite poche, tac, les 2 € dans le sandwich. On va sur Omloop, on va sur la Stradé ou on va sur Milan-San Remo? On va aller sur Omloop parce que c'est très proche, donc autant parier sur ce qu'on verra ce week-end. Donc on a parlé beaucoup de Arnaud Delis de votre côté. Vous le voyez comme le favori. La cote, en cyclisme, les cotes en général sont très élevées, donc c'est différent du foot ou du tennis ou d'autres sports. Donc c'est ça qui est très cool. Delis, la cote vainqueur, elle est assez élevée, comme je viens de le dire, elle est à 8. Mais on va essayer d'assurer le coup avec un top 3. Elle est à 3. Donc, franchement, ça se tente, vu que vous le voyez tous comme favori. En top 3, Arnaud Delis. Thomas a donné sa vérité. Est-ce qu'on suit notre expert, Alexis? Sur le top 3? Ouais.
Pour moi, s'il est pas top 3, c'est qu'il a été piégé. Avec modération, mais est-ce que tu mettrais une petite pièce sur ce qu'il a dit? Oui. Allez, on met une petite pièce quand même pour le plaisir, comme d'habitude. Moi, je suis Le d'accord sandwich. Moi, je suis d'accord Pensez aussi. pas. Ouais. Ouais, ok, on part là-dessus. Ouais, c'est bien. Je voulais simplement terminer cette émission, Alexis, en premièrement te remerciant vraiment Merci d'avoir été présent, mais aussi te demander un peu vos ambitions. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2023 avec ce podcast, Le Petit Plateau, et surtout aussi le compte Twitter, parce qu'il y a un compte Twitter extrêmement intéressant qui s'appelle Cycliste Belge. Allez faire un tour, c'est vraiment pas mal. On y justement recense toute l'actualité des cyclistes belges, donc c'est vraiment bien. Et puis en plus c'est très suivi. Vous verrez, vous ennuierez pas si vous passez par là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Cycliste belge, c'est vraiment amener une communauté de passionnés, de chauvin un peu, on va pas se mentir, autour de l'actualité des cyclistes belges. Et le petit plateau, continuer à ce que les gens nous écoutent, de participer aux discussions aussi. Et s'il y a quelque chose qu'on aimerait beaucoup, nous, ce serait inviter un pro dans notre podcast, un cycliste pro. Ça, ce serait vraiment super. Pourquoi pas Evenepoel? Oui, on va viser d'abord quelqu'un qui n'est pas champion du monde. Allez. Mais pourquoi pas un jour. Et si je peux vous y aider, je le ferai avec un très gentil. très grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, Alexis. Merci beaucoup, mon Xavier. Avec plaisir. Ça a été, tu vois, le cyclisme, ça se passe tranquille. bien. On est en Ça allait. famille, on est chill, on Ça est ira, tranquille. Voilà, c'est comme ça dans Unibet Clubhouse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine parce qu'effectivement, il y a le retour de la F1. Le grand retour de la F1, on sera avec un spécialiste de la F1, on sera avec des pilotes également, ça va être une grande fête, les sports moteurs repartent dans Unibet Clubhouse, c'est absolument génial. Ciao à tutti!